Un médecin généraliste pour un peu plus de 2000 habitants. Besnay cherche désespérément un nouveau docteur après le départ en retraite du second praticien qui était installé ici depuis 37 ans. Victoria Solano. Ça, c'est sûrement un des cadeaux qui m'a fait le plus plaisir parce que c'est une grande demoiselle de 6 ans qui m'a amené ça et c'est un très beau cadeau. J'en suis très fier. Il était le médecin de plusieurs générations à Besnay. À 67 ans, le docteur d'Autrive a pris sa retraite la semaine dernière. Depuis plusieurs mois, il cherche un remplaçant. Je crois que les jeunes médecins souhaitent travailler dans un groupe et avoir des horaires sûrement plus petits. Les habitants de Besnay ont dit au revoir à leur médecin ce samedi lors d'un pot de départ sur la place du marché. Psy, ostéo, médecin du sport, depuis 37 ans, le docteur avait toutes les casquettes dans ce village de campagne. C'est quand même un pilier du village. Il a mis au monde certains des amis de ma fille et ainsi de suite. Il avait aussi le verbe pour vous faire rire s'il y avait quelque chose qui vous angoissait. J'ai un super souvenir de lui, quelqu'un vraiment d'empathique, de gentil. Le super médecin de Besnay, quoi. Avec son départ, il ne reste plus qu'un médecin dans le village, ce qui inquiète les habitants. Ça veut dire qu'il faut faire un quart d'heure, 20 minutes de route. Si je trouve quelqu'un, quoi. C'est vrai qu'il va manquer au village parce qu'il ne reste plus qu'un seul médecin. Ça m'inquiète surtout pour ma fille qui est en bas âge et les communes alentours ne prenant plus de patients. Ça va être sur des consultations occasionnelles. En Auvergne-Rhône-Alpes, la région estime que 20% des habitants se trouvent dans une zone en manque de médecins. C'est désormais le plus grand tiers-lieu mixte de France. Les grandes voisines ont été inaugurées ce matin à Francheville. Près de 600 personnes se croisent désormais chaque jour sur l'ancien site de l'hôpital Charial. Maïva Komsi. Sur 3 étages, des logements pour les personnes en situation de grande précarité. 475 résidents vivent ici avec à disposition une cuisine commune, un pôle santé et administratif et des activités culturelles. Un vrai soutien pour les familles bénéficiaires. Les gens ici m'ont donné le force pour battre. Il m'a donné la confiance aussi pour vivre, pour lever un enfant, parce qu'il m'a donné le travail, il m'a donné la confiance. Au rez-de-chaussée et au sous-sol, des jeunes entrepreneurs installés grâce à des tarifs solidaires. Et au dernier étage, un hôtel équivalence 3 étoiles qui emploie et forme des personnes éloignées du monde du travail. C'est l'atypisme du lieu déjà, vraiment. Et voilà, vous avez vu qu'on est aussi un hôtel-galerie avec 571 œuvres affichées du sol au plafond et avec des personnes qui sont très attentionnées envers le client. En tout, 600 personnes se croisent chaque jour dans les murs de cet ancien hôpital. C'est en 2020, en pleine crise Covid, que l'État et la métropole décident de créer ces hébergements d'urgence. Mais très vite, l'ambition est plus grande, faire de cet immense espace de 8 hectares un tiers-lieu unique en France. Souvent, on voit partiellement les choses. On héberge à un moment, on insère à un autre plus ou moins bien. Là, on a un suivi continu et quand une personne sort, on sait qu'elle est insérée dans la société française. Donc c'est un pari gagnant. Un tiers-lieu éphémère, puisque dans 3 ans, l'accord avec les hospices civils de Lyon se terminera. L'avenir de l'ancien hôpital, devenu véritable lieu d'hospitalité, n'est pas encore scellé. Le coup de gueule ce soir de Jérémy Bréau, le maire de Bron, dénonce les projets de mobilité imposés par la métropole. Manque de concertation et d'études d'impact concernant notamment la voie lyonnaise numéro 12 et le bus à haut niveau de service entre Pardieu et Bron. Ça cible aujourd'hui Fabien Bagnon. Il y a une méthode bulldozer où par dogmatisme, il avance, en ne tenant pas compte de la vie qui va avec, en ne tenant pas compte des commerçants, en ne tenant pas compte des gens qui habitent dans ces quartiers-là. Donc oui, effectivement, cette méthode forte où on avance tête baissée sans tenir compte de la vie des maires, ça, pour moi, effectivement, c'est une méthode bulldozer. Il y a des problèmes de partout. Ça veut bien dire que la méthode Bagnon, méthode au bulldozer, à un moment, il faut dire stop avant que ça détruise toute notre métropole.
Pour ou contre la fusion entre Oullins et Pierre-Bénite? Si les deux maires ont décidé de ne pas demander directement l'avis des habitants, mais simplement de lancer une concertation en ligne, l'opposition, elle, va organiser un référendum. Il aura lieu le 14 octobre à Oullins, à Pierre-Bénite. Les élus vont faire du porte-à-porte du 8 au 18 juin. Alors les résultats n'auront aucune valeur juridique, mais l'opposition veut démontrer le rejet massif des habitants à ce projet. Dans la démocratie française, on ne donne pas beaucoup la parole aux populations. Et il y a très peu de référendums qui sont légaux. Il est possible que des maires organisent des référendums, mais là, ils ne veulent pas le faire. Donc ce référendum que nous organisons, il n'est pas légal. Mais on va faire en sorte qu'il le soit organisé comme s'il était légal, à partir des fichiers électoraux et avec des procédures qui seront transparentes et publiques, pour qu'il soit au moins légitime. Vous savez, s'il y a quelques milliers de personnes qui se déplacent pour s'exprimer et qui donnent une opinion, même si ce n'est pas légal, ça a une valeur légitime, ça a une valeur politique. La CGT du Rhône s'est rassemblée aujourd'hui devant la préfecture pour défendre les libertés syndicales. Ils se sentent attaqués ces derniers mois, allant même jusqu'à parler de criminalisation de l'action syndicale. Lucine Olorgue. La CGT du Rhône s'est rassemblée pour dénoncer les entraves à la liberté de manifester et de faire grève. Un peu plus d'une cinquantaine de personnes étaient présentes devant la préfecture entre midi et 14h. Un appel national décliné ici dans le Rhône. Les délégués syndicaux disent observer différentes situations un peu partout en France, des sanctions ou des menaces de licenciement dont auraient été victimes des cheminots ou des personnels de l'énergie lors de leurs actions contre la réforme des retraites, lors d'opérations de mise en sobriété énergétique. Par exemple, à Lyon, la CGT estime aussi être victime d'une entrave dans l'organisation des manifestations lors des déclarations en préfecture notamment. Écoutez, Maude Millier, elle est secrétaire générale adjointe de la CGT dans le Rhône. Il y a beaucoup d'entraves à l'exercice de leur mandat qui sont faits, que ce soit dans le public ou dans le privé. Et y compris dénoncer ce que nous on considère comme des violences gouvernementales et les entraves au droit de manifester, avec des rassemblements ou des manifestations qu'on nous demande de décaler, qu'on nous demande de décaler y compris géographiquement. Par exemple, il y a une interdiction systématique de passer rue de la Barre pour protéger le centre commercial de l'Hôtel Dieu, alors que ça met en contrainte les manifestants, ça les met même en danger. Prochain rendez-vous pour ces militants le mardi 6 juin pour une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. À Lyon, le cortège partira de la manufacture des tabacs à 11h. Ils sont élèves en 5e et ils ont peut-être trouvé une nouvelle vocation. Le département du Rhône organisait hier la 5e édition des chefs en herbe, l'occasion aussi de sensibiliser les jeunes au bien manger. Jade Terlinck. À 3 minutes de leur entrée dans la compétition, Cléo et Léo sont un peu stressés. On envoie au jury 11h25. Top départ pour 2 heures d'épreuve. 6 binômes d'élèves de 5e de différents collèges de la région s'affrontent dans cette finale culinaire. Alors, la thématique cette année, c'était une entrée en trompe-l'œil ressemblant à un dessert, ou comment allier la créativité au goût, et un dessert à base de pain, ou comment gérer son gaspillage de pain. Ils sont coachés par le chef de cuisine ou le cuisinier du collège, et comme ça ils peuvent découvrir l'envers du décor de leur collège. Plus d'un mois d'entraînement avec ces coachs qui les conseillent et les appuient dans les tâches les plus difficiles le jour J. Ils sont bien impliqués. Les recettes sont assez compliquées. Ils ont mis la barre un peu haute. Éclairs au saumon, gâteaux arc-en-ciel ou macarons salés. Un défi qui n'effraie pas ses compétiteurs soutenus par leur collège. Et pour Virgile, ce concours est en plus un premier pas vers son avenir professionnel. J'aimerais bien déjà avoir un resto pour présenter d'autres recettes, évidemment. Mais celle-là en principal parce que c'est la première recette qui pourra peut-être me faire un pas vers l'avenir encore plus si je termine peut-être dans un top. Dernier moment de stress avant l'étape cruciale de la dégustation. On nous a beaucoup dit que c'était très joli, donc on se dit qu'on a peut-être nos chances, mais en tout cas on a pris du plaisir et je trouve que c'est important. Du plaisir et beaucoup de fierté, puisque finalement c'est leur binôme qui a remporté la compétition. À qui tout double, l'Asvel n'a plus le choix. Les hommes de TJ Parker sont menés 2-0 par Boulogne-Levallois en demi-finale de la Betclic Elite. Pas de calcul à faire donc demain soir pour le match 3 à l'Astrobal. Il faudra tout simplement gagner.
C'est win or go home, de toute façon il faut gagner ou sinon après la saison est terminée. Et je pense que beaucoup de joueurs dans cette équipe, même tous, ne veulent pas qu'on en finisse demain, donc il va falloir être prêt. Je pense que c'est le début du match qui va être aussi important, de vraiment l'intensité et vraiment défensive qu'on doit mettre sur eux. Et voilà, on est à domicile, il faut mettre toute l'énergie possible. On a quand même la chance de faire les playoffs tous les ans, faire des finales sur ces 3 dernières années aussi. Donc ils savent ce qu'il en est. On l'a vu pour les filles aussi, c'était une superbe ambiance. Ça, j'ai aucune inquiétude, je sais que le public sera là.